Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la dernière interview de l'après-midi. Merci vivement pour votre fidélité et vous allez être récompensés puisque j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux intervenantes de choix, avec pour commencer Amel Gacquer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice du Pas-de-Calais. À votre droite, Anaïs Glemer, bonjour. Bonjour. Députée du Finistère. Merci à toutes les deux d'avoir fait le déplacement. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, la crise du logement. Avant de commencer, quelques chiffres. Plus de 4 millions de personnes sont mal logées en France. Si on parle d'achat, on est sur une baisse des transactions de l'ancien à hauteur de 22%. Sur la location, on est sur une baisse des offres de location longue durée de 36%. La chute est de 74% depuis 3 ans concernant Paris. Donc ce sont des chiffres Banque de France et Fondation Abbé Pierre. On va commencer par vous, Amel Gacquer. Alors vous connaissez bien le sujet puisque vous avez été co-rapporteur pour le projet de loi logement abordable. Quel bilan vous en tirez? J'ai cru comprendre que vous étiez aussi un peu déçu, je cite, « Le plan n'est pas clair, expliquez-nous ». En effet, alors vous l'avez dit, nous sommes en train de traverser une crise du logement aujourd'hui particulièrement grave, une crise que nous n'avons pas connue depuis 2008, avec quelques chiffres que vous avez justement donnés, et qui touchent tous les secteurs, aussi bien la vente dans l'ancien que la vente dans le neuf, que, vous l'avez dit, avec un nombre de mal logés de 4 millions aujourd'hui, et donc un chiffre assez exceptionnel. Donc face à cette crise, nous avions une attente forte, un projet de loi sur le logement qui, en 2023, avait été annoncé. Et puis, en 2024, nous avons eu droit, non pas à un projet de logement, mais à une multitude de projets de logement, d'initiatives parlementaires, d'initiatives également gouvernementales, qui portent sur des sujets tout à fait justes aujourd'hui, sur lesquels nous avions besoin d'avoir des réponses, notamment sur l'habitat dégradé, l'amélioration de l'habitat dégradé, une proposition de loi sur la transformation de bureaux logements, sur les meublés de tourisme, sur lequel ma collègue, en tout cas Naïg, parlera. Et puis ce fameux projet de loi de développement de l'offre de logement abordable, sur lequel nous avions en effet des attentes fortes à la hauteur de la gravité de la crise, encore une fois, que nous traversons. Et dans ce projet de loi, nous avions plusieurs attentes. Pourquoi je dis nous avions plusieurs attentes? Parce que des travaux ont été menés en fait au sein du Sénat sur cette crise pour la qualifier et puis surtout pour travailler sur des propositions. Et puis pour être assez synthétique, quatre attentes. Nous avions 4 attentes. La première, c'était des propositions pour accompagner la demande en fait des habitants, des citoyens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la problématique que nous avons, c'est que nous avons de moins en moins de citoyens capables d'acheter de par leur pouvoir d'achat aujourd'hui réduit et puis les taux d'intérêt qui ont explosé, qui ont été multipliés par 4 en 18 mois. Également des attentes en termes d'offres. J'y reviendrai parce que ça fait partie d'éléments qui ont été évoqués dans ce projet de loi qui nous a été présenté donc en mai, projet de loi sur le développement de l'offre, encore une fois, de logements abordables. Nous attendions aussi une stratégie. Le secteur du logement, c'est un secteur de long terme, sur lequel on doit penser des propositions, des actions, des décisions sur du long terme. Et nous n'avons pas eu ce volet stratégie. Et puis un autre volet qui nous a manqué très fortement, c'est le volet budgétaire et fiscal, puisqu'on le sait, le secteur du logement est un secteur qui demande des dépenses, mais qui rapporte aussi beaucoup de recettes. C'est 40 milliards de dépenses, mais c'est 80 milliards de recettes. Et en tout cas, sur ce volet budgétaire et fiscal qui peuvent accompagner l'investissement locatif, par exemple, eh bien, nous n'avons pas eu de proposition pour des raisons que nous connaissons, les restrictions budgétaires, encore une fois, que nous connaissons, mais qui, pour notre part, nous paraissaient injustifiées au travers de la crise, la gravité de la crise, encore une fois, que nous traversons. Et ce que nous avons eu, encore une fois, de façon assez synthétique, c'est un projet de loi qui se focalisait sur le choc de l'offre. Comment développer, encore une fois, faciliter, simplifier, accélérer la construction de nouveaux logements, de par de la simplification, de par le développement de logements intermédiaires. Pas de vision, encore une fois, globale, pas de vision stratégique. Il a été évoqué aussi des volets intéressants, tels que la possibilité, ou surtout la volonté, de donner envie aux maires de construire, mais des mesures finalement à faible impact. Ce qu'on retient finalement de ce préambule, c'est que c'est un vaste sujet qu'on doit appréhender volet par volet, tant il est vaste. Alors Anaïs Glemer, votre combat, si je puis dire, c'est vraiment la location courte durée. Et je voulais savoir où est-ce qu'on en est de ce duel finalement longue durée, courte durée, de votre côté.
Alors, mon combat n'est pas forcément la location de courte durée. Mon combat est de permettre à chacun de trouver un logement pérenne à long terme pour se projeter dans une vie de travailleur, parce qu'ici on est sur le site justement où on s'intéresse aux salariés, parce que de plus en plus de salariés qui avaient des salaires corrects ne pouvaient pas accéder au logement, qu'il soit locatif ou d'accès à la propriété, parce qu'il n'y avait pas de biens accessibles de manière abordable. Et en parallèle, effectivement, on avait de la courte durée qui se développait de plus en plus, donc qui captait des logements qui étaient avant mis à disposition de ces foyers et qui ne l'étaient plus. Ils l'étaient plus pourquoi ? Pour des questions effectivement de risque, c'est-à-dire que les propriétaires ne voulaient pas mettre en location un bien qui risquait un jour d'avoir des impayés ou des dégradations. C'était l'un des premiers critères. Donc là, il y a eu la loi Kasbarian qui a eu volonté justement de lutter contre les impayés et les squats. Et à la suite, il y avait aussi d'autres modalités qui étaient liées à la souplesse que permettait la location de courte durée. On pouvait disposer de son bien quand on le voulait par rapport à un bail qui contraint aussi à l'occupation sur un long terme, mais qui offre aussi une stabilité à la personne qui s'y installe. Il faut faire attention de ne pas tout déconstruire. Et derrière, on avait des avantages en fait à la courte durée qui étaient pas de diagnostic de performance énergétique imposé. Donc du coup, il était plus facile de ne pas rénover son bien et de le mettre en courte durée. Et les gros avantages, c'était que le loyer perçu était beaucoup plus avantageux. Bien sûr. Donc on gagnait en 90 jours ce qu'on gagnait en une année de loyer. Il faut quand même l'estimer. Et derrière, fiscalement, il y avait aussi un gros avantage fiscal qui était un avantage sur les différents régimes. On parle souvent dans la proposition de loi que du régime micro, mais sur le régime réel, il était encore bien plus fort que de louer en fait de courte durée. Donc la volonté de notre projet était plutôt de rendre en fait une équité, une harmonisation, de se dire que le choix que de louer en courte ou en longue durée ne devait pas se faire sur des raisons en fait qui étaient des raisons fiscales notamment, et donner en fait aussi la possibilité aux maires qui, eux, avaient besoin d'avoir du logement sur leur territoire pour que leur village et leur ville ne deviennent pas des villages vacances, mais restent des villes avec une dynamique économique, une dynamique de vivre ensemble, et bien de pouvoir réguler, d'avoir des outils de régulation, outils qui étaient à la disposition uniquement des communes de plus de 200 000. Nous, on avait 200 000 habitants. Nous, on a eu la volonté de l'étendre à tous. Tous les maires qui voulaient agir pour réguler, non pas interdire, pour réguler l'offre de logements sur leur territoire, pouvaient le faire avec, on a mis en fait une boîte à outils où soit ils mettaient des quotas, soit ils mettaient des licences à disposition, ils donnaient des autorisations, et avec aussi des notions à plus long terme qui étaient de mettre une servitude de résidence principale, c'est-à-dire que le maire dans les constructions à venir pouvait désigner que les biens à venir seraient voués uniquement à la résidence principale. Donc voilà les objectifs, c'était pas d'interdire la courte durée, parce que c'est aussi une opportunité pour des voyageurs de pouvoir aussi venir se loger, mais c'est une opportunité aussi pour des propriétaires que pouvoir avoir une rentabilité. Seulement, ce n'était plus juste sur notre territoire que d'avoir une rentabilité qui était des fois 300% plus forte que sur de la longue durée. Alors, Amel Gascar, donc Annick Lemeur parle par exemple de donner le pouvoir aux maires pour augmenter le nombre de constructions, d'initiatives, etc. Mais du coup, est-ce que ça ne vient pas en contresens de certains confrères qui manœuvrent dans le sens inverse, où on est dans des obligations de construire moins pour des raisons écologiques, etc. On a l'impression d'être dans une forme de dissonance. Oui, on peut le comprendre comme ça. Moi, je le comprends véritablement différemment. Aujourd'hui, on a une demande qui est d'ailleurs croissante. Des besoins en logement qui sont croissants, qui sont liés à la démographie, l'évolution démographique, oui, à la transformation aussi de notre société et de la composition des acteurs de notre société. J'évoque souvent l'exemple des familles monoparentales qui aujourd'hui représentent 25% de la population et qui donc créent une demande encore supplémentaire. J'évoque toujours aussi le sujet du vieillissement de la population qu'on n'aborde pas assez aujourd'hui et qui est fondamental. On sait aujourd'hui qu'en 2050, nous allons doubler notre population de plus de 60 ans et les plus de 75 ans seront multipliés par 3 en 2050. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut penser plus de logements, mais surtout des logements différents. Donc est-ce que c'est contradictoire ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a nécessité de préserver la planète, il y a nécessité de s'assurer de diminuer l'émission des gaz à effet de serre. On sait que le logement aujourd'hui est le deuxième émetteur après les transports. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire
penser une nouvelle forme d'habiter. Des réponses, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y en a, mais c'est surtout aussi un débat sociétal qu'il faut poser sur la table. Moi, je ne dis pas, comme une ancienne ministre, que le modèle de la maison individuelle est terminé. Je pense surtout que le modèle de la maison individuelle doit changer. Fini le grand jardin, mais par contre, on peut envisager aujourd'hui une maison dans des dimensions différentes, adaptées aussi à la population, mais dans lequel on va s'assurer de mieux travailler aussi sur, je parlais d'émissions de gaz à effet de serre, et aujourd'hui, si c'est le cas, c'est surtout en raison des passoires thermiques qui sont un des éléments forts de cela. Donc des maisons mieux isolées, peut-être plus petites, plus adaptées, et puis en fonction de ce qu'on a sur le territoire, un habitat aussi différent. Je le vois de par chez moi dans le Pas-de-Calais, on a une multitude de communes rurales, c'est le cas aussi d'ailleurs sur tout le territoire national. On ne va pas envisager l'habitat comme dans nos métropoles où on parlera plus facilement de densification. Donc c'est plutôt habiter différemment, mais habiter différemment, ça veut dire aussi poser le sujet sur la table et aborder ce sujet-là avec les Français qui, pour 80% aujourd'hui encore, rêvent de la maison individuelle. Mais je le redis, on peut envisager la propriété et la maison individuelle, mais différemment. Mais pour ça, encore faut-il en parler et évoquer peut-être toutes les initiatives que nous pourrions penser. Alors malheureusement, on me dit que le temps imparti est déjà écoulé, c'est passé trop vite. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est un sujet passionnant sur lequel on pourrait passer 2 heures, notamment la question du DPE que vous avez évoqué brièvement. En tous les cas, merci pour les initiatives que vous mettez en place l'une et l'autre. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette dernière après-midi en direct de l'Hippodrome. On le rappelle, c'est un événement, la REF, en partenariat avec le MEDEF. On se retrouve partout sur nos médias, ou en tous les cas, vous pouvez nous retrouver sur BioBoss TV. À très bientôt.